Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver et je vous propose qu'on parle des Houston Rockets, une équipe dont on a beaucoup parlé sur cette chaîne, donc on est dans la continuité finalement de ce fil rouge de cette équipe de Houston parce que évidemment avec l'actualité James Harden qui passe à Brooklyn, l'équipe de Houston, c'est un petit peu l'équipe de l'autre côté du miroir, dont on parle peu parce que tous les projecteurs sont tournés vers la super team des Nets, et pourtant cette équipe de Houston est en train de connaître une véritable révolution, et les quelques mouvements qui ont été opérés depuis l'intersaison 2020 sont des mouvements qui sont intéressants pour le monde d'après cette nouvelle page qui se tourne à Houston, parce qu'on est passé de ça, Chris Paul, Harden, Capela, une équipe qui a bien tourné, qui a eu des résultats, on va y revenir, à ça, Harden, Westbrook, Covington, et on en est maintenant là avec John Wall, Oladipo et Christian Wood. En 1 an et demi, le visage de cette franchise de Houston a été complètement modifié. Et il est très intéressant de se plonger finalement dans le circuit, dans le chemin que ces Rockets sont en train d'emprunter. Ils sont un peu en train de cocher toutes les cases de la reconstruction intelligente, du pressage du bouton reset. Et c'est toujours assez fascinant à observer, et c'est ce que je vous propose qu'on commence d'illustrer dans cette vidéo. Alors à l'origine, parce que cette équipe de Houston, son destin ne s'est pas joué là il y a une semaine, je vous dis il y a une semaine, le destin ne s'est pas joué, il y a quelques jours, quand ils se sont décidés à échanger Harden à Brooklyn, ça s'est joué beaucoup plus tôt. Parce que cette équipe de Houston, pour moi, le tournant, le déclic, c'est le 16 juillet 2019, quand les Rockets échangent Chris Paul et 2 tours de draft plus 2 swaps, donc 4 tours de draft, et Westbrook contre Chris Paul. Chris Paul qui est un super, qui était et qui sera toujours un super joueur, mais à quel point il était décrié en 2019 quand il est échangé. Mais bref, les Rockets, ils échangent Chris Paul contre Westbrook et ils envoient 4 tours de draft dans la nature, et ça c'est le déclic. Pourquoi c'est le déclic? Parce qu'à l'époque, le 26 juillet 2019, je vous ai expliqué en vidéo pourquoi l'arrivée de Westbrook aux Rockets n'allait absolument rien changer à la franchise, et qu'il était vraisemblable même qu'il dégrade la qualité de cette équipe de Houston, et que finalement Houston allait aller dans le mur. C'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu un passage Westbrook intéressant en décembre, malheureusement ça n'a pas duré, et finalement l'équipe est allée dans le mur avec toutes les ramifications, on va en parler un petit peu plus tard, qui se sont déroulées derrière. Et pourquoi l'arrivée de Westbrook est le déclic? Parce que derrière, le 5 février 2020, cette équipe des Rockets, elle échange Clint Capela contre Covington. Alors Covington est un super joueur, mais on en avait parlé dans plein de vidéos. Clint Capela, c'était la clé de voûte de l'ossature défensive de l'équipe, parce que Capela, intérieur longiligne, très mobile, il avait la capacité, la possibilité de bien défendre la raquette, de bien protéger le cercle. Il pouvait finir en plus. Il avait des bonnes mains sur des backdoors, sur des alley-oops de James Harden, et il avait une belle mobilité latérale, ce qui faisait que dans la défense très changeante des Rockets, quand on avait Capela qui se retrouvait sur un extérieur, alors oui, il était un petit peu en déficit de mobilité, mais c'était pas trop dégueulasse. Il arrivait à s'en sortir et il arrivait à faire tenir cette défense des Rockets, sauf que quand vous avez Westbrook sur le terrain qui tire pas à 3 points, vous pouvez plus avoir Capela qui embouteille la raquette, parce que vous avez un spacing qui est complètement neutralisé. Donc pour aller au bout de leur logique, les Rockets avaient sorti Capela de leur dispositif pour maximiser Westbrook. Alors Westbrook a été un petit peu maximisé, notamment sur décembre-janvier, mais quand est venue l'heure des playoffs, il aurait fallu aux Rockets une attaque survitaminée, suralimentée, pour réussir à compenser la raquette qui était complètement abandonnée. Pas de chance pour eux, ils tombent face aux Lakers, équipe qui à contrario était chargée à l'intérieur, et les Lakers sont complètement dominés dans la raquette avec des 70% de réussite tout près du cercle, avec une domination très marquée au rebond, et Houston a volé en éclats. Et pourquoi tout ça est extrêmement dommage? Parce que cette équipe, Chris Paul, Harden, Capela, elle marchait bien. C'est pas comme si on avait monté une équipe qui sortait systématiquement au premier tour et qu'il fallait faire quelque chose. L'équipe
marchait bien. Après, James Harden, oui, je m'entends plus avec Chris Paul, il faut me le virer, donnez-moi mon copain Westbrook. Après, oui, finalement, Westbrook, il me fait chier, puis Westbrook, on avait ras-le-bol de jouer avec Harden qui faisait les débats. Bref, tout ça a volé en éclats, mais ça, à la limite, c'est radio vestiaire, c'est canal vestiaire. Alors oui, ça joue, mais sur le plan purement sportif, sur le terrain, c'était tout à fait correct. Surtout, souvenez-vous, qu'en 2018, c'est Houston Rockets en finale de conférence. Ils avaient alors fini premier de la saison régulière. En 2018, en finale de conférence, ils mènent 3-2. Le match 5 se termine 98-94. Houston mène 3-2. Et en face, c'est les Warriors mutants. On a tendance à oublier que les Rockets, ils ont trébuché en playoff face aux Warriors mutants de Curry, Durant, Thompson, Draymond Green, l'une des équipes sans doute les plus fortes de l'histoire de la NBA. Donc il n'y avait aucune honte à ça, mais ils mènent 3-2, ils perdent Chris Paul sur blessure. Derrière, les Warriors les dynamitent dans le match 6, et il y a ce fameux match 7 où les Rockets vont faire 7 sur 44 à 3 points, manquer 27 tirs à 3 points consécutifs. Ça n'arrive jamais. Personne ne manque jamais 27 tirs à 3 points consécutifs. Ça arrive aux Rockets dans le pire moment possible dans un match 7 de finale de conférence. Et ces Rockets s'inclinent face aux Warriors alors qu'ils avaient coché toutes les cases pour s'imposer. Et quand il manque 27 tirs consécutifs, sur ces 27 tirs, il y en a 15-16 qui sont complètement ouvert. C'est pas au manque des 3 points qu'on a banané que les Warriors ont super bien défendu. C'est des tirs à 3 points complètement ouverts. Si les Rockets n'avaient fait que 33% à 3 points, ou même 30% à 3 points, ce qui est un pourcentage déjà loin d'être mirobolant, les Rockets étaient en finale NBA en 2018. Et si on fait des projections sur le jeu des rapports de force, ce serait vraisemblablement imposé face aux Cavs. Et Chris Paul, Harden, Capella étaient champions. Et avouez que ça redessine quand même pas mal le visage de la NBA. Ils ont trébuché la saison prochaine. Eh bien, en 2019, ils retombent face aux Warriors. Et on a 6 matchs qui se seront joués avec un maximum de 6 points d'écart. Donc il n'y a jamais eu plus de 6 points d'écart dans ces 6 matchs. C'est dans l'histoire de la NBA la série qui s'est jouée en 6 matchs avec le plus petit écart. Donc une fois de plus, Rockets Warriors, c'était au coude à coude. Et une nouvelle fois, je le redis, en face, c'est les Warriors mutants, c'est les Warriors de l'espace. C'est la super team Warriors. Et une nouvelle fois, les Rockets, ils échouent à peu de choses. Et en 2020, l'année où les Warriors sont décimés, l'année où c'est plus que jamais ouvert à l'ouest, les Rockets, ils n'avaient qu'à repartir avec le même groupe, le groupe de la confirmation, le groupe qui avait fait ses preuves par le passé, et ils ne croisaient plus les Warriors en chemin, et ils auraient vraisemblablement eu leur chance, parce que les Lakers étaient une super équipe, mais avec Capella en capacité de gêner un peu dans la raquette, avec l'excellence Chris Paul à la main, la donne aurait peut-être été bien différente. En tout cas, ça ne se serait pas fini en 4 victoires à 1. Ça, c'est sûr, il y aurait eu du répondant dans la raquette. Mais en tout cas, tout ça n'a pas eu lieu, et finalement on a eu dans cette époque James Harden aux Rockets, on aura vraiment eu une équipe qui aura vécu et qui sera morte grâce et à cause de James Harden. On se souvient de ces Rockets absolument magnifiques qui arrivent à arracher la finale de conf. C'est en 2015, je crois, de mémoire, je vous dis ça, en 2015, ils sont menés 3-1 face aux Clippers et puis ils réussissent une remontada improbable. Ils éliminent les Clippers, ils vont en finale de conf. C'était inespéré. Et puis derrière, il y a eu ces passages où les Rockets finissent meilleure équipe NBA à l'Ouest en 2018. Bref, ça laisse un goût d'amertume. Alors je comprends effectivement le traumatisme subi par les fans des Rockets, ça laisse un goût d'amertume parce que cette équipe de Houston finalement rejoint la liste des équipes NBA sans doute les plus fortes de l'histoire, mais qui n'auront jamais réussi à atteindre les finales NBA, avec les Kings de 2002, avec les Blazers de 2000, avec vraisemblablement les Suns de 2005, je crois, 2005 ou 2006. Voilà, on a les Rockets qui rejoignent ce palmarès assez peu prestigieux et assez peu enviable des équipes qui étaient super fortes, mais qui n'ont pas réussi à aller au bout, à aller en finale.
soit parce qu'il a manqué quelque chose, soit parce qu'on a été barré par un adversaire extraordinaire. Voilà aussi ce qui s'est passé. Mais enfin bon, bref. Tout ça, c'est du passé, et à cette intersaison 2020, eh bien, vous savez ce qui s'est passé. Westbrook en avait marre de Harden, la diva. Harden, finalement, le renouveau des Rockets avec, il n'y a plus Westbrook, il y a John Wall, on a changé de coach, etc. Il a bien compris qu'il allait avoir une phase de transition. Qu'il allait sans doute avoir moins de latitude qu'avec Daryl Morey et avec Mike D'Antoni. Tout ça ne l'a plus intéressé, et puis on rentre dans la spirale infernale de la star qui veut plus jouer pour vous. Il faut trouver une solution, il faut trouver une porte de sortie. Les Rockets l'ont trouvé, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien beau de se ressasser le passé en disant on aurait pu faire des what if à l'infini, mais maintenant on fait quoi? Eh bien les Rockets, ils ont malgré tout réussi des pirouettes qui peuvent leur permettre assez vite de retomber sur leurs pattes. Alors, il faut accepter le principe du reset, c'est-à-dire une période de transition où oui, on avait une équipe un peu compétitive, oui, on passait sur la télé nationale dans des grosses affiches, on pouvait battre n'importe qui dans la NBA, on va devenir une équipe moyenne voire faible pendant 1 ou 2 saisons, mais c'est pour mieux rebondir après. Voilà le schéma et le chemin que les Rockets sont en train d'emprunter. Ce qui est intéressant, c'est que cette équipe de Houston, qui avait des finances pétées et qui avait des tours de draft, notamment à cause du trade de Westbrook, on en revient toujours à ce trade contre Chris Paul catastrophique de Westbrook, on avait des tours de draft disséminés dans la nature. Quand vous commencez à faire reset, qu'est-ce qu'il vous faut? Réassainir les finances et récupérer des tours de draft pour avoir des jeunes qui recomposent votre roster, ou pour avoir des monnaies d'échange pour essayer de monter des trades. Mais en tout cas, toujours est-il que ce chemin à la fois double de la flexibilité et des tours de draft, il a commencé à être emprunté le 2 décembre, quand les Rockets se sont débarrassés de Westbrook contre John Wall. Alors oui, vous avez Westbrook, effectivement super joueur, mais très gros contrat, et puis c'est Dr. Russell et Mr. Westbrook, c'est un jour avec, un jour sans. Contre John Wall, effectivement, lui aussi énorme contrat, avec encore 2 années plus 1 année en option au compteur. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on peut dire que Westbrook, John Wall, on récupère d'un joueur à peu près du même calibre. Infini débat sur le niveau des joueurs, mais là où les Rockets commencent déjà à jalonner un petit peu leur reconstruction, on récupère un tour de draft. Alors il est lottery protected, c'est-à-dire que s'il tombe sur les places 1 à 14, il reste aux Wizards, mais il y aura des contreparties à côté, mais on récupère un tour de draft. Allez, on en a récupéré un en banque. Derrière, on récupère contre Covington, on récupère Areza et un tour de draft 2021. Et c'est pareil, c'est pas sur le plan sportif. On a Areza contre Covington, un joueur très très intéressant, Areza un petit peu plus vieux, c'est plus ou moins du même acabit, c'est un peu comme le trade Westbrook, John Wall, c'est plus ou moins du même acabit, c'est peut-être un petit peu moins bien, mais bref, peu importe, allez, on a récupéré un tour de draft, on réalimente un petit peu notre bourse de tour de draft, et puis derrière, voilà. Et puis derrière, c'est l'apocalypse. C'était le 13 janvier, c'est l'apocalypse où on va récupérer 8 tours de draft. On va récupérer 8 tours de draft. Alors 4, 3 des Nets et 1 des Cavs via Milwaukee. On récupère 4 swaps. Donc on reprend la main sur 8 tours de draft. Voilà, pour une nouvelle fois regarnir notre bourse de tours de draft. Et ce qui est très intéressant, c'est que souvenez-vous de ce soir du 13 janvier où on était sur Twitter à faire F5 sur les comptes Twitter de Wojnarowski pour savoir ce qui allait se passer. On discutait ensemble et je vous disais, voilà, l'équation maintenant pour les Rockets, elle est très simple. C'est soit on prend tous les tours de draft des Nets, mais on n'aura pas de super joueurs impactants en contrepartie, soit on prend l'offre des Sixers, on récupère Simmons, on aura moins de tours de draft, on aura moins de flexibilité, mais on a tout de suite un joueur qui est jeune et qui est un joueur calibre All-NBA, donc qui est un super joueur. Et bien à ce jeu de l'immédiateté ou de la flexibilité, les Rockets ont choisi la flexibilité qui est effectivement le jalonnement de base de l'équipe qui veut se reconstruire. Alors l'arrivée de Simmons
aux Rockets aurait été une arrivée très 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 intéressante. Vous avez été très nombreux à me dire sur internet, non mais attends, c'est mort. Il y a déjà John Wall, avec Simmons, le spacing des Rockets s'il est mort, l'équipe ne serait allée nulle part. Erreur d'analyse, messieurs. Erreur d'analyse parce que Simmons aurait été un choix sportif très 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 intéressant. Il aurait pu être associé à John Wall parce que John Wall, oui, il est à 32% au tir à 3 points. Mais n'ayez pas une lecture brute du 32% au tir à 3 points, parce que quand John Wall il fait du catch and shoot, il est à 47%. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un d'autre qui fixe la défense et qui renverse sur John Wall, eh bien il est un excellent tireur à 3 points. La saison dernière, il joue très peu de matchs, donc je crois qu'il était à 35 ou 36% à 3 points, et la saison d'avant, il y a 2 saisons, pareil, il est au-dessus de 40% sur les catch and shoot, donc John Wall ne neutralise pas votre spacing quand il est laissé derrière la ligne à 3 points, quand ça renverse vers lui. Westbrook neutralise parce qu'il est à 30% sur les catch and shoot. Pas John Wall. Donc fixation Simmons, je décale sur John Wall, ça aurait très bien pu marcher. Ou fixation Simmons, je décale sur John Wall, feinte, j'attaque le cercle. Derrière, vous avez un John Wall qui est à 60% sur les tirs tentés, tout près du cercle, sur les drives ou sur les lay-ups. Et vous avez comme ça un one-two punch, un combo qui aurait très bien pu marcher ensemble et qui aurait été très 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 intéressant à observer. Là où ça refroidit les Rockets, c'est que Simmons, c'est un super joueur, mais il y a 200 millions de contrats. Il y a 200 millions de contrats garantis sur les 5 prochaines années. Et on en a parlé en début de vidéo. Quelles sont les cases que veulent cocher une équipe en reconstruction, tour de draft et flexibilité salariale. En récupérant Simmons, vous n'avez pas cette flexibilité salariale. Vous avez un joueur qui engloutit déjà une assez grosse partie de votre salary cap. Alors, c'est un super joueur. C'est incontestable, mais vous n'avez pas cette flexibilité et vous êtes un petit peu moins à l'aise parce que c'est pareil, si la mayonnaise ne prend pas, derrière il faut rééchanger Simmons et vous avez perdu du temps finalement, vous avez perdu 1, 2 ou 3 saisons pour repartir sur une autre formule. Demandez aux Knicks, demandez aux Knicks ce que c'est de prendre des joueurs qui ne conviennent pas pour les rééchanger, pour repartir sur une autre formule, ça n'en finit pas. Donc là au moins, le choix il est clair, il est net, il est tranché. On prend la flexibilité, on prend les tours de draft et les Rockets récupèrent comme ça 3 tours de draft des Nets, récupèrent des swaps, récupèrent le tour de draft 2022 de Cleveland. Aucun choix n'est protégé, aucun swap n'est protégé et on peut très bien imaginer que du côté des Nets, en 2026 ou en 2027, quand il y aura vraisemblablement plus Irving, plus Durant, plus Harden, eh bien, on peut imaginer que ces Nets, ça va être une équipe de bas de tableau et que ces tours de draft non protégés vont peut-être avoir une valeur très 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 intéressante. Tiens, ça vous rappelle pas quelque chose? Une équipe qui a récupéré plein de tours de draft des Nets et qui en profite à une époque où les Nets étaient complètement aux fraises. Et ben oui, demandez aux Celtics qu'ils en ont fait des tours de draft miraculeux des Nets. Donc ça peut avoir de la valeur. Alors évidemment que là, dans l'immédiat, voilà, le swap en 2021, le tour de draft 2022, on va imaginer que les Nets, ça carbure. Ça va être des choix qui vont avoir peu de valeur, mais dans les années à venir, ça peut être des choix tout à fait intéressants. Après, n'oubliez pas que quand les Nets se font prendre leur choix par les Celtics, c'est quand? C'est en 2016, c'est à la draft 2016, j'ai plus la date en tête, mais en gros, ils avaient un top pick, et puis les Celtics évidemment mettent la main dessus grâce au swap, et leur refilent à la place une fin de premier tour. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, les Nets, ils récupèrent Kyle Kuzma. Qu'en fin de premier tour, vous avez des contrats rookies, 2 années garanties, 2 années en option, donc vous pouvez avoir 4 années de contrat avec un salaire assez peu élevé, on est à peu près à 2 millions la saison, donc on a énormément de rapports qualité-prix favorables sur les fins de premier tour, et puis il y a toujours moyen en fin de premier tour d'aller choper des super joueurs, donc ça peut être une opération tout à fait intéressante pour les Rockets, en tout cas pour un schéma de reconstruction. Et là par contre, pour aller démêler la vérité des choix et des tours de draft possédés par les Rockets là, dans les 5-6 prochaines années, il faut un doctorat en basketologie, spécialité droit des tours de draft et acquisition de jeunes joueurs, parce que évidemment on est dans des imbroglios complètement improbables, où
vous avez la même année 2 swaps. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de 2025. Les Rockets obtiennent le 9e choix à la draft. Ils font une année compliquée, ils obtiennent le 9e choix à la draft. En 2025, vous voyez que le tour de draft 2025, il est protégé sur les choix 1 à 10. Donc les Rockets, eh bien, ils conservent leur 9e choix. Derrière, imaginons que Brooklyn, à cette draft 2025, c'est pareil, l'équipe se soit pas très bien comportée et eu des mauvais résultats, récupère le 6e choix, et bien 6 c'est mieux que 9, et bam, on peut avoir un swap. On peut avoir un swap entre les deux équipes, et Brooklyn récupère du coup le 9e, et les Houston Rockets récupèrent le 6e. Maintenant, imaginons qu'en 2025, c'est pas un 9e choix que les Rockets récupèrent, c'est un 15e choix. Eh bien, ce 15e choix, en imaginant que cette année-là, OKC ait eu un 26e choix et Brooklyn un 18e choix, eh bien, première équipe à l'initiative, c'est OKC. Parce que c'est le fameux trade Chris Paul-Westbrook où il y a des swaps à l'initiative d'OKC. Donc si Houston a le 15e et OKC le 26e, 15 c'est mieux que 26, bam, OKC, ils prennent le swap, ils prennent la main. Donc Houston se retrouve avec le 26e choix. Mais imaginez que cette année-là, les Nets, ils aient le 18e. Eh bien 18 c'est mieux que 26. Et vous avez comme ça Houston qui swap sur le tour des Nets. Et vous avez au final des Nets qui se retrouvent avec un 26e choix. Le choix à l'origine, celui de OKC. Donc ça peut donner des scénarios qui sont complètement improbables. Et ce qui est sûr, c'est que les Nets seront toujours les derniers gagnants dans l'affaire, et les Rockets peuvent comme ça réussir à recomposer un petit peu en ayant un swap sur un swap, si vous voulez, mais ça va être compliqué, hein. Va falloir s'accrocher dans les années à venir sur les drafts. Il y a eu tellement d'échanges de swaps et de choses improbables que les grilles de lecture vont être sacrément denses et sacrément compliquées. Donc on a vu sur les tours de draft, Houston qui privilégie la flexibilité, qui renfloue un petit peu ses caisses en tour de draft et qui récupère des éventuelles monnaies d'échange pour monter des trades, ou qui récupère potentiellement des jeunes joueurs que Houston essaiera de maximiser. Et puis, dans un scénario en 2 temps, Caris LeVert et Oladipo, Houston récupère notre Victor en provenance des Pacers, un Oladipo qui vient un petit peu remplacer James Harden dans la rotation, un joueur qui, sur cet exercice 2021, pour ce qui est de l'efficacité offensive, est un joueur un petit peu en difficulté. Vous voyez que sur ce qu'il a fait le plus du côté des Pacers sur le pick and roll, on a vraiment très peu d'efficacité. Sur les catch and shoot en sortie d'écran, c'est pareil, on a assez peu d'efficacité. Là où on s'en est assez bien sorti, c'est sur la transition, sur le jeu rapide en transition et sur les décalages sur les tirs de champ. Alors la transition et les décalages sur les tirs de champ, ça intéresse l'équipe de Houston. Ça va dans le sens du 5-out Rockets avec cette attaque très étirée. Et puis sur 2020 où on a un échantillon quand même un petit peu plus large, même si Oladipo n'avait pas joué beaucoup de matchs, on retrouve un joueur qui a été un petit peu plus intéressant sur le pick and roll, un petit peu plus en délicatesse sur le pick and roll. Donc on a sur un historique un peu miné par les blessures, on a un Oladipo qui était pas fou en efficacité offensive, hein. J'ai vu beaucoup de tweets sur internet, ah oui mais pourquoi les Pacers laissent partir Oladipo. Ils laissent partir Oladipo parce qu'ils l'auraient perdu contre rien à l'été, les deux parties n'ayant pas réussi à se mettre d'accord, et Oladipo, ça fait bien longtemps que c'est plus un joueur calibre All-Star, hein. Il suffit de regarder ces données pour s'en rendre compte. Mais là où il peut y avoir une espèce de résurgence de Oladipo aux Rockets, c'est que pratiquement pour la première fois de sa carrière, il va se retrouver dans un dispositif avec une attaque très étirée, parce que Oladipo à OKC, il jouait avec Steven Adams, il jouait avec Sabonis dans la raquette. Aux Pacers, il jouait avec Miles Turner et Sabonis. Alors Turner pouvait s'écarter un petit peu, Sabonis aussi, mais on avait plutôt une attaque avec des intérieurs classiques. Là, on a un Oladipo qui est dans un dispositif Rockets, et dans quelque chose de très étiré,
où il va pouvoir exister sur du catch and shoot, sur des renversements de passes des coéquipiers. Et regardez, cette saison sur le catch and shoot à 3 points, c'est quand même 43%, donc c'est pas dégueulasse. Et on a un joueur qui, dès lors qu'il s'agit d'aller driver, finir fort en dessous, était à 54% aux Pacers, et on imagine que dans l'attaque étirée Rockets, on peut aller grappiller des points d'efficacité et on peut avoir un 58-59% sur les drives. Et vous avez comme ça un Oladipo qui est sur le 3 points et sur le lay-up, les compartiments qui vous permettent de maximiser l'attaque, eh bien, arrive à s'en sortir. Et puis, il peut être celui qui prend la balle en main et exécute sur le pick and roll sur des écrans de Christian Wood de Cousins et qui va retrouver John Wall dans les coins qui sanctionne à 3 points. Donc c'est l'autre joueur qui peut exister balle en main, qui peut être un petit peu à la création aux côtés de John Wall. Donc ça peut être tout à fait intéressant, et c'est d'autant plus intéressant pour les Rockets que Oladipo, il est dans sa dernière année de contrat. Donc c'est un deal sans engagement pour les Rockets, et on a un Oladipo qui est en contractière, donc il a intérêt à jouer de la meilleure façon possible pour arriver à l'intersaison prochaine en disant bah, regardez ce que je suis capable de faire, donnez-moi un contrat max pour caricaturer. Et puis finalement, si les Rockets ne sont pas convaincus, si ils n'ont pas envie d'investir à plus long terme sur Oladipo, bien, ils le laissent partir contre rien. Vous me direz mais quel est l'intérêt de drafter un joueur pour le laisser partir contre rien? Eh bien, une nouvelle fois, vous récupérez de la flexibilité. Et quand vous faites un reset, eh bien, vous êtes très 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 content de récupérer ces dollars-là dans votre bourse, dans votre banque, dans votre cap, pour partir sur un autre projet, pour partir sur autre chose. Et puis, on n'est pas à l'abri que les Rockets rééchangent avant la trade deadline qui a lieu, je crois c'est le 25 mars, on n'est pas à l'abri que les Rockets rééchangent Oladipo pour effectivement peut-être récupérer également un joueur en fin de contrat, mais récupérer 1 ou 2 tours de draft en plus, on en revient toujours à ces tours de draft, en envoyant Oladipo dans une équipe qui est peut-être un petit peu plus contender et qui serait pas mécontente de récupérer un joueur impactant tout de suite pour peut-être aller au bout. Donc on a vraiment énormément de flexibilité du côté des Rockets. Soit Oladipo est super, on le garde, on le re-signe, soit on le réutilise en monnaie d'échange et on récupère des tours de draft, soit finalement on n'a rien trouvé de saisissant et on le laissera partir contre rien, c'est pas grave, on a réassaini nos finances, parce que la réalité de ces Rockets 2021, il y a encore 6 mois, les Rockets étaient aux frontières de les Rockets payaient la taxe de luxe, on était aux frontières de the tax apron, c'est-à-dire le palier supérieur de la taxe de luxe où vous commencez à plus pouvoir faire de sign and trade, ou en tout cas les sign and trade vous envoient vers un hard cap, où vous avez une mid-level exception qui est un petit peu moins importante, bref, où ça commence à être vraiment pénalisant de dépasser le salarié cap. On est passé de cette situation, donc avec des finances complètement dégradées, à une situation où potentiellement à l'intersaison prochaine, les Rockets, ils ont 30 millions de dollars disponibles en banque. Eh ben ça je dis chapeau. Eh ben ça je dis chapeau, parce que réussir à ce point tour de force de réassainissement des finances, c'est fort. C'est très 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 fort. Un petit peu comme les Nets à l'époque, quand Sean Marks avait pris les rênes de l'équipe et il y avait plein de contrats toxiques, il n'y avait plus de tour de draft, les Nets avaient réussi comme ça à réassainir un petit peu leurs finances et ils se sont retrouvés un été avec un peu plus de 60 millions en banque. Et ben ils sont allés choper Irving et Kevin Durant. Voilà le projet maintenant Rockets, grâce à cette flexibilité revenue. Alors ça part du principe que évidemment on n'a pas re-signé Oladipo et qu'on a renoncé à son cap hold. Mais voilà, les Rockets, on a repris des tours de draft, on a repris de la flexibilité salariale et on a coché les 2 cases pour une reconstruction, pour partir sur un nouveau projet. On n'est pas là à avoir des boulets. Finalement, ne vous méprenez pas dans la NBA. Ce qui est terrible, c'est pas vous étiez bon, vous devenez mauvais. Ça, c'est pas un problème. Par exemple, personne en ce moment n'est en train de pleurer sur le sort d'OKC. Parce que l'avenir sourit à OKC. L'avenir est radieux pour OKC. On a des petits jeunes en développement, on va avoir plein d'argent en banque et on va avoir plein de tours de draft.
Là où c'est le plus dramatique quand vous êtes en NBA, c'est d'avoir des finances complètement pétées, de payer la taxe de luxe, de ne pas avoir de bon tour de draft et de sortir au premier tour. Ben, c'était le cas d'OKC avec Westbrook, avec Paul George, avec Carmelo Anthony. Voilà, ça c'est terrible. Mais redevenir mauvais, faire une ou deux saisons un petit peu de tourmente et repartir sur quelque chose de compétitif, c'est pas un problème. C'est pas parce qu'il y a une perspective d'amélioration à la clé que vous n'avez pas dans l'autre scénario. Donc tout va bien quelque part sur les Rockets. D'autant plus que réassainir les finances était clairement une des priorités de l'équipe. On en avait parlé quand la NBA allait recommencer, vous savez, quand on évoquait les scénarios probables au niveau de la construction du CBA, de la convention collective de la NBA, on avait évoqué les scénarios possibles pour la reprise de la NBA et je vous avais fait une petite parenthèse sur les Rockets en vous disant attention, les Rockets qui sont possédés par Monsieur Fertitta, ils sont dans une situation financière catastrophique parce que ce monsieur-là en fait a fait fortune dans des restaurants et dans des casinos. J'aime autant vous dire qu'avec le Covid, son petit business plan a pris hyper cher puisque plus personne ne va au resto et les casinos évidemment pour ce qui est d'accueillir du public c'est un petit peu compliqué, donc il a pris super cher et l'un des signaux d'alerte rouge, on en parlait justement dans la vidéo, c'est qu'il avait souscrit un prêt je crois de 300 ou 400 millions juste pour réinjecter des liquidités dans ses finances, juste pour avoir des fonds de roulement. Donc c'est même pas des liquidités récupérées pour investir, c'est juste pour faire tourner la machine. Il avait souscrit un prêt de 3 ou 400 millions à 10 ou 15% de taux d'intérêt, donc à des taux absolument dégueulasses. C'est donc le signe que les investisseurs ont peur que ce prêt ne puisse pas être remboursé parce que derrière il y a une faillite. Et donc ça, évidemment que ça allait rejaillir sur les Rockets parce que chaque dollar dépensé, chaque sou dépensé allait être mûrement réfléchi et allait devoir être justifié. Quand vous êtes comme ça aux mains d'un propriétaire qui est dans une situation compliquée, lui dire que vous allez payer la taxe de luxe, lui dire que finalement on a signé un joueur au salaire minimum à 2 millions mais qui va nous en coûter 10 parce qu'on est dans les paliers dégradés de la taxe de luxe, ça passe beaucoup moins bien que dans une franchise qui est prête à lâcher tout ce qu'elle veut pour aller jouer le titre. Et donc finalement ce réassainissement des finances côté Rockets, eh bien peut-être que sur le plan sportif dans l'immédiat c'est pas la solution la plus intéressante et que Ben Simmons aurait été plus intéressant, mais ça va dans le sens des intérêts des propriétaires de cette franchise des Rockets. Donc voilà, le reset est en cours. Veuillez patienter, il va falloir prendre son mal en patience. Les Rockets, ne l'oubliez pas, possèdent aussi une trade exception. Une trade exception, je vais y arriver, d'un peu plus de 10 millions de dollars obtenus grâce au trade de James Harden. Et ils sont à peu près 5 millions en dessous de la taxe de luxe et 11 millions en dessous du tax cap run. Donc ils ont encore la possibilité, les Rockets, de monter un trade derrière. Pourquoi pas en rééchangeant Oladipo, pourquoi pas en échangeant Eric Gordon contre un joueur payé un petit peu plus, mais qui a un contrat qui se termine. Exemple de Rosanne. Ben voilà, les Rockets, ils pourraient très bien dire je vous envoie Eric Gordon, les Spurs, plus notre trade exception, plus pourquoi pas un ou deux tours de draft, puis on récupère DeRozan. Et on part sur autre chose avec lui. Alors vous me direz, mais pourquoi les Rockets feraient ça? J'en sais rien. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Ça va dans le sens de toujours un petit peu plus de flexibilité. Toujours est-il que là, les Rockets, ils ont une fenêtre de 2 années où ils peuvent se permettre d'être mauvais. Parce que, alors l'intersaison prochaine, la draft 2021, il y a un swap à 3 équipes entre OKC et Miami, et sauf s'ils tombent dans le top 4 de la draft, on va considérer que ça n'arrivera pas, mais on ne sait jamais, sauf s'ils tombent dans le top 4 de la draft et là où ils récupèrent leur tour se retrouve disséminé dans la nature. Maintenant OKC ça sera vraisemblablement moins fort que Houston, et encore on ne sait pas, donc le swap n'aura peut-être pas lieu, mais bon bref, en imaginant qu'on fait l'impasse sur 2021, les Rockets ils possèdent leur choix 2022 et ils possèdent leur choix 2023. Donc si on se décide à tanker, si on décide à faire un vrai reset,
C'est-à-dire qu'on a 1 ou 2 saisons où on est très 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 mauvais, mais c'est une saison de transition, on va récupérer un top joueur à la draft, on va avoir de l'argent en banque, on va signer un gros free agent et on rebondit assez vite. Eh bien les Rockets, ils peuvent le faire sur les 2 saisons à venir. Donc c'est le moment idéal pour amorcer une espèce de transition côté Houston Rockets. Et puis ces tours de draft accumulés peuvent aussi permettre d'aller solder le contrat de John Wall. Parce que John Wall, il a la saison en cours garantie, la saison prochaine, et la saison d'après, c'est une option joueur à 47 millions. Je peux vous garantir que jamais John Wall refusera cette option joueur à 47 millions, donc il va l'activer. Et donc on a encore un John Wall qui a 3 années de contrat garanti. Les Rockets peuvent trouver une équipe finalement qui accepte de récupérer son contrat si on graisse la patte avec des tours de draft. Alors vous allez me dire, oui, mais on perd des tours de draft alors qu'on veut en récupérer. Pourquoi pas ? Effectivement, la question peut se poser, mais si ça permet de réassainir les finances et de déstocker entre pratiquement 45 et 50 millions de contrats sur les années à venir, eh bien les Rockets peuvent le faire. Et on retrouve de la flexibilité, et on retrouve la possibilité de récupérer très vite de l'argent en banque et de rebondir sur autre chose. Donc, Houston est dans une situation malgré tout confortable parce qu'on récupère des possibilités, on récupère des choix qu'on n'avait plus, parce que quand Houston avait Westbrook, Harden, Gordon, Tucker, Covington, etc., il y avait une mid-level exception pour trouver un pivot, il y avait très très peu finalement de possibilités de se renforcer et d'améliorer l'équipe. Donc effectivement, autant faire tout imploser, autant partir sur autre chose. On récupère des choix, on récupère de la flexibilité, on récupère plein de possibilités maintenant pour Houston. On peut capitaliser sur une ossature John Wall, Oladipo, Christian Wood parce que ça marche bien. On peut décider finalement au fur et à mesure de démanteler tout ça et d'avoir vraiment une page blanche et tanker en 2022-2023, on récupère des top rookies, des top free agents et bam, on remonte une équipe compétitive où on se redéveloppe en interne. Houston est un assez gros marché, c'est le Texas, donc il y a un environnement fiscal qui est favorable, donc on arrivera toujours à être attractif. Houston, c'est pas Minnesota, Houston, c'est pas Milwaukee, Houston, c'est pas Cleveland, Houston, c'est pas Oklahoma City. Houston, c'est attractif et on a de quoi attirer des free agents de qualité, donc je ne suis absolument pas inquiet sur cette équipe des Houston Rockets. La transition va être assez intéressante à suivre. Monsieur Stone, le general manager de l'équipe, tout fraîchement arrivé, ne s'imaginait peut-être pas avoir autant de doses à gérer dans sa première année aux manettes de l'équipe, mais bon, il était à bonne école avec Daryl Morey. D'ailleurs, petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais en arrivant au Nets, James Harden, il y a 13 millions de dollars de taxes en plus. Merci, merci l'État de New York et sa fiscalité un petit peu plus sévère que le Texas. Ben voilà, il fallait y réfléchir avant. Maintenant, je crois que ça lui fait un reste à vivre à 70 millions sur les 3 prochaines années. Donc, je ne suis pas inquiet. Il va s'en tirer. Il va s'en tirer. On va pas pleurer sur James Harden. Allez, je vous dis à très très bientôt. On suivra évidemment cette équipe des Rockets. Évidemment que là, il y a un My League. Il y a un My League dans NBA 2K autour des Rockets qui s'annonce et qui peut être passionnant. D'ici là, bon match à tous.